transformation et de fabrique de chocolat au Burkina Faso. C'est une perspective de parlementaires et d'hommes d'affaires suisses qui a été présentée au chef du gouvernement vendredi dernier. Et puis le réchauffement diplomatique entre la Corée du Sud et la Corée du Nord se poursuit à marge des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Les échos dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Parlons énergie pour ouvrir cette édition. Le tout nouveau ministre de l'énergie, le Dr Bachir Ismaïla Ouedraogo, a initié une tournée ce lundi afin de toucher du doigt les réalités du secteur de l'énergie au Burkina Faso. La dite tournée a conduit le ministre en charge de l'énergie dans les locaux du PASEL, Dieudonné Koumsara et Yasmina Djigimde. Le ministre de l'énergie, Bachir Ismaïla Ouedraogo, a entamé une tournée ce matin, ce qui lui a fallu la visite des locaux du projet d'appui au secteur de l'électricité PASEL. Comme vous le savez, le projet d'appui au secteur de l'électricité est un projet qui appuie les opérateurs historiques en matière de renforcement de l'offre de production en énergie électrique. Et également, nous avons pour mission de contribuer à améliorer l'accès des zones rurales à l'électricité. Aujourd'hui, nous recevons donc la visite de M. le ministre qui vient faire le point avec nous, connaître nos difficultés et nous encourager à toujours persévérer. Parce que nous avons une mission qui est commune et à ce niveau-là, c'est une obligation de résultat. Nous allons travailler à faire en sorte que nos populations puissent apprécier dans les mois et les années à venir l'effort qui est fait. Pour le coordonnateur, d'énormes difficultés sont rencontrées dans le domaine. Alors, les difficultés, comme vous le savez, sont des difficultés qui sont connues de tout le monde. C'est les lenteurs que nous observons dans l'exécution des marchés, les lenteurs que nous observons en matière de procédure de passation des marchés. Et je crois que ce sont ces lenteurs-là qui font que nous n'arrivons pas à avoir de meilleurs taux de décaissement. Et chaque acteur, qu'il s'agisse donc de la SONABEL, qu'il s'agisse du F2, chacun à son niveau doit travailler à faire en sorte à ce que nous puissions aplanir et résoudre ces difficultés pour que, in fine, les activités qui sont financées puissent être réalisées dans les délais et conformément donc aux normes techniques en la matière. Le projet PASEL vise à renforcer l'offre et la sécurité de l'approvisionnement en électricité, d'accroître l'accès des populations rurales à l'électricité avec un coût global de 191 millions de dollars. Après la visite du PASEL, le ministre de l'Énergie a poursuivi sa tournée pour encourager, féliciter et échanger avec les agents des structures situées hors du ministère. Vous savez que au niveau du ministère, on est un peu subdivisé. Et il y a des gens qui sont un peu hors du bâtiment donc du ministère. Donc l'objectif c'était de voir comment ça se passe à leur niveau, mais aussi comment en synergie nous allons pouvoir travailler. Vous savez, nous sommes là-bas, nous faisons le travail de coordination, mais ce sont ces gens-là qui, à tous les niveaux, que ce soit les chauffeurs, que ce soit ceux-là qui transmettent les courriers, que ce soit ceux qui sont à l'efficacité énergétique, au niveau donc de l'énergie solaire, qui sont au niveau donc de la SONABEL. C'est tous ces gens-là qui, individuellement, mais de façon collective, sont en train de faire le travail. Et nous tenons donc à les encourager, à les faire savoir que nous comptons sur eux pour réaliser le mandat qui nous a été donc confié par son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'est les encourager parce qu'il y a un travail qui a été fait, c'est voir aussi comment nous pouvons travailler à les accompagner afin qu'ils puissent améliorer le rendu. Parce que vous savez bien que pour augmenter la productivité, il faut voir aussi le cadre et l'environnement dans lequel on travaille. Donc c'est tout faire pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Féliciter, encourager et échanger était le leitmotiv de la tournée du ministre Dr Bachir Ismaïla Ouedraogo. Réunion, audience, séance de travail, c'était là le menu de la primature vendredi dernier. Les membres du gouvernement concernés par la réalisation de l'aéroport international de Doncin ainsi que le maître d'ouvrage et son équipe ont été convoqués par le Premier ministre Paul Kabatiba. Les conclusions de la rencontre devraient permettre de dégager les voies et moyens pour une accélération des travaux. Le ministre des Transports Vincent Dabilgou nous en dit plus. La construction de l'aéroport de Doncin s'inscrit en ligne droite avec la mise en œuvre du PNDES, mais aussi avec la vision tracée par le président Roch-Marc Christian Kaboré, dans le sens de faire en sorte que notre pays
en tant que pays de transit, mais aussi en tant que pays agricole, un pays d'élevage, que nous puissions doter notre pays donc, des infrastructures capables de pouvoir rendre à notre pays une économie robuste. Et sans aéroport moderne, nous ne pouvons pas véritablement gagner cette bataille-là. Et je pense que le Premier ministre, en convoquant en urgence cette rencontre, c'est pour faire une évaluation qui nous permette de pouvoir avancer. Vous savez que nous sommes en train d'avancer dans les infrastructures de travaux, au niveau donc, des infrastructures, au niveau donc, de Doncin. Mais en même temps, il va falloir que nous trouvions la personne, ce qu'on appelle l'investisseur, qui va véritablement construire l'aéroport, mais aussi qui va pouvoir nous aider dans la gestion. Et vous savez que la gestion des aéroports, en ce moment, est une gestion complexe. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des partenaires pour être sûr que ce que nous allons faire est à la hauteur de l'ambition que le président du Faso a donnée pour notre pays en ce qui concerne donc, cet aéroport-là. Donc nous avons évalué et un dossier sera fait au niveau du Conseil pour que nous puissions avoir des orientations. Et ces orientations vous seront portées à votre connaissance. Mais d'ores et déjà, nous sommes dans une trajectoire avec des scénarios qui sont essentiels. Mais je suis persuadé que nous allons trouver la meilleure voie pour pouvoir construire donc, un aéroport moderne pour notre pays, dans le sens de pouvoir rendre à notre pays une infrastructure digne de qualité pour pouvoir supporter donc, une économie robuste, digne donc, du PNDS que nous sommes en train d'ambitionner. C'est un projet qui a connu un retard, mais lié également au problème que notre pays a connu de manière globale en 2014-2015. Et ce retard s'est répercuté bien évidemment sur l'exécution du projet. Mais ce qui est important, c'est que nous avons pris une bonne trajectoire maintenant. La preuve, les voies d'accès sont en cours de finition. Et notre ambition, c'est de finir d'ici la fin du mois de mars 2018. Et également, des travaux vont démarrer d'ici la fin mars 2018 sur la plateforme aéroportuaire elle-même. Et ensuite, au cours de 2018, l'année 2018 sera consacrée à des appels d'offres de l'eau importants. Donc nous allons attribuer des marchés importants. De sorte que certains marchés vont démarrer en 2018 et 2019 également, les plus gros travaux vont démarrer. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce projet. Le projet c'était 2013-2020, mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure avec le petit décalage que nous avons eu, nous commandons quand même la pression pour que 2021 soit quand même un horizon réaliste. Après l'aéroport de Doncin, Paul Kabatieba a discuté chocolat et investissements divers avec une délégation économique de parlementaires suisses accompagnés d'hommes d'affaires dans le cadre de la coopération entre la Suisse et le Burkina Faso. Nous avons eu un échange très riche avec le Premier ministre, où nous avons parlé beaucoup aussi d'une des plus grandes richesses de votre pays, qui est la jeunesse, et des questions de formation, d'insertion professionnelle, et dans un domaine où la Suisse est également très forte, puisque la Suisse n'a pas beaucoup de richesses, si ce n'est les personnes, comme le Burkina Faso, et ses systèmes de formation. Aujourd'hui, il existe déjà de nombreux projets et partenariats entre la Suisse et le Burkina Faso. Nous avons eu l'occasion d'échanger de manière régulière. Votre ancien président de l'Assemblée nationale était venu au mois de mars en visite en Suisse. Votre président s'est rendu au mois d'octobre, a rencontré également la présidente de la Confédération. Et il existe beaucoup de projets amenés aussi bien par l'économie, par les organisations non gouvernementales et de coopération entre les deux pays. Et ce matin, par exemple, nous avons posé la première pierre d'un centre de formation d'André Bayala, qui est champion d'Afrique du chocolat. Et ça, c'est un projet concret qui va permettre de former des gens au métier de la bouche, au métier de la pâtisserie, du chocolat, des Burkinabés, pour qu'ils puissent ensuite développer l'accès à cet art et à ces produits ici au Burkina Faso. Et puis les pénuries d'eau, on n'en finira point d'en parler dans la ville de Ouagadougou. Une séance de travail a eu lieu ce vendredi à cet effet. Tous les acteurs de l'eau se sont réunis autour du Premier ministre Paul Kabatieba afin de voir dans quelle mesure pallier à ce problème qui perdure depuis des années. En fin de session, le ministre en charge de l'eau a annoncé des changements notables. Il est au micro de Dieudonné Koumsaga. Nous avons aussi regardé, même au niveau du réseau de l'ONIA, il y a des zones où la pression de l'ONIA est faible. Là aussi, nous avons
exécuter, et c'est en cours, ce que nous avons appelé des points d'injection d'eau, PIE, qui vont venir effectivement renforcer le débit de l'eau parce que les prélèvements seront plus importants afin de permettre aux populations d'accéder plus facilement à l'eau. Et bien sûr, nous allons examiner les phases qui restent pour le projet Ziga 2. On a une phase qui est planifiée jusqu'en fin 2018 et on a la dernière phase qui est planifiée jusqu'en fin 2019. Ce que nous appelons la branche nord et la branche sud, qui va se concrétiser par la finition de la construction de 2 châteaux d'eau et de 2 bâches d'eau, et aussi par la mise en place et la pose de réseaux de canalisation de 5200 km environ. La ville de Ouagadougou, à cause des problèmes géologiques, on n'a pas de l'eau partout dans la ville. Nous avons des forages qui font 16 mètres cubes et nous avons des forages qui font 0 mètre cube. Donc il faut effectivement régler tout ça. Et puis pour ce qui est des injections, c'est en cours. Et là aussi, on a 2 types de difficultés. Il y a des zones où il n'y a pas l'énergie. Sonaven n'est pas là-bas encore. Nous sommes obligés de mettre de l'énergie solaire. C'est beaucoup plus cher. Donc, avec le budget disponible, on n'est pas sûr de pouvoir réaliser le nombre de forages prévus à cause des zones non accessibles à l'énergie. Nous pensons que, véritablement, quand nous allons finir totalement de mettre en œuvre le projet Ziga 2, ça sera la fin des pénuries d'eau à Ouagadougou. Et théoriquement, c'est pour une échéance jusqu'à 2030. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition. En Tunisie, l'état d'urgence a été prolongé d'1 mois. En rappel, c'est depuis la série d'attaques de 2015 que le gouvernement tunisien avait déclaré cet état d'urgence. En vigueur depuis la série d'attentats djihadistes de 2015, l'état d'urgence a été prolongé une fois de plus en Tunisie et cette fois-ci pour une durée d'1 mois. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, suite à des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement. Les Tunisiens se donnent les moyens, à travers cette prolongation de l'état d'urgence, pour pouvoir opérer les contrôles et continuer à traquer les réseaux terroristes, en tout cas le noyau résiduel de ces terroristes. Pour rappel, en 2015, la Tunisie avait été frappée par 3 attentats meurtriers qui avaient fait plus de 60 morts, pour la plupart des touristes étrangers. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Jusqu'au 11 mars 2018 pourront être interdites les grèves et réunions susceptibles de provoquer le désordre. Quand il y a cette loi, on peut s'autoriser un certain nombre de choses et ça va accélérer en réalité la prise de décision et surtout la manière de contrôler et interroger, identifier ces réseaux. Depuis 2015, les mesures mises en place par le gouvernement ont permis d'améliorer la situation sécuritaire du pays, même si le risque n'est pas définitivement absent, notamment en raison de la proximité géographique avec la Libye. Et puis plusieurs points communs entre les 2 Corées, malgré des décennies de séparation, c'est dans cette édition. Le réchauffement diplomatique se poursuit entre les 2 Corées en marge des stades aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Ce samedi, Kim Yo-jong s'est entretenu avec le président de Corée du Sud. La sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un a invité le chef de l'État Moon Jae-in à un sommet à Pyongyang au nom de son frère, alors que les 2 pays sont toujours officiellement en guerre. La présidence sud-coréenne n'a pas donné de réponse pour l'instant. Côté nord, le père de Kim Jong-un avait déjà rencontré ses homologues du Sud à 2 reprises, en 2000 puis 7 ans plus tard. Mais aujourd'hui, Washington met en garde Séoul, partisane du dialogue, contre cette offensive de charme. Ces derniers mois, les essais nucléaires de Pyongyang ont provoqué une escalade des tensions avec les États-Unis et conduit à l'adoption de nouvelles sanctions internationales. Pour l'opposition sud-coréenne, l'abandon du programme nucléaire reste une condition préalable à toute discussion avec le Nord. Après 3 jours d'une visite historique en Corée du Sud, la délégation nord-coréenne est repartie vers Pyongyang hier soir. Kim Yo-jong, la sœur du leader Kim Jong-un, a estimé que les 2 Corées avaient beaucoup de points communs malgré des décennies de séparation. Elle a transmis au président sud-coréen Moon Jae-in une invitation à venir à Pyongyang, signée de la main de son frère.
musique martiale du Nord et musique pop du Sud. Hier soir à Séoul, la délégation nord-coréenne a été invitée à un concert. La sœur de Kim Jong-un a pris place dans la salle aux côtés du président sud-coréen Moon Jae-in. Un président accusé par des milliers de manifestants de dérouler le tapis rouge au régime nord-coréen. Pour eux, cette initiative diplomatique met en péril l'alliance militaire de Séoul avec les États-Unis. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes.